Our next speaker is Danielle Lennart, docteur en histoire de l'art, chargée de cours à l'Université libre de Bruxelles et à l'Institut des hautes études en communication sociale, conférencière à l'Académie royale des beaux-arts Bruxelles, auteur des ouvrages Petite histoire du magazine Vue, 1928 à 1940, entre photographie d'art et photographie d'information, publié cette année, finalement. L'image de la ville, Bruxelles et ses photographes des années 1850 à nos jours, publié en 2009. Elle a publié de nombreux articles sur la photographie, notamment sur la question de la narrativité de l'image photographique ou de la représentation urbaine. Danielle Lennart is concerned with textual framing of the photographic image, an image supposed by the writers to appeal directly to the reader, yet necessarily overdetermined by claims that it is doing that very thing. This paper maps a program that Danielle Lennart calls the pedagogy of the gaze in its various phases in the magazine Vue. First, in the magazine's reviews of photographic books and exhibitions. Second, in an editorial stress on how certain, rather than exceptional photographs, landscape portraiture or medical imagery have been achieved. Third, in cautions to the reader about photographic effect, even trickery. And fourth, in a defense of both word and image, each contributing in a different way to the dissemination of knowledge. Danielle. Merci Martha, et merci à l'ensemble de l'équipe pour cette invitation à ce ô combien stimulant colloque. Alors, pionnier de l'essor de la presse illustrée dans l'entre-deux-guerres en France, le magazine Vue s'est donné pour mission de rendre compte des actualités générales en donnant la préséance à l'image photographique sur le texte. Alors on en trouve une expression numérique, puisque en moyenne, un numéro de 27 pages en moyenne comportera pas moins de 62 photographies. Donc ça se traduit déjà sur le plan du nombre des images reproduites. Pour ce faire, le directeur de Vue, Lucien Vogel, s'est attaché à la collaboration non seulement des agences françaises et internationales de l'époque, mais aussi des studios spécialisés et de photographes dits indépendants. L'attachement du magazine aux diverses applications de la photographie, tant utilitaires qu'artistiques, s'accompagne régulièrement d'un discours critique sur ce médium. Et ce qui revient, on va le voir, pour ce magazine à faire retour sur son matériau même, à savoir l'image. C'est à l'analyse de ce discours que nous nous proposons de procéder aux fins de comprendre comment il élabore de la sorte une forme de pédagogie du regard. Ce qui nous amènera à aborder consécutivement la question du relais des expositions et des publications consacrées à la photographie, la mise en exergue des conditions de prise de vue et d'images spécifiques, ainsi que les prises de position critiques du magazine, notamment, on le verra, à l'égard de la notion de l'objectivité photographique, expression à mettre bien sûr entre guillemets. Un premier vecteur de sensibilisation du lectorat à l'esthétique de la photographie consiste à rendre compte des expositions et publications qui lui sont consacrées. On retiendra principalement 2 expositions dont le compte-rendu est étayé dans le magazine. Le premier, dû au critique d'art et rédacteur en chef de l'art vivant, Florent Fels, se rapporte à l'exposition de photographie contemporaine présentée par la Galerie d'art contemporain au printemps 1931. Celle-ci fournit à l'auteur l'occasion d'un état des lieux de la création photographique, qui fait alors, à ses yeux, l'objet d'une véritable vogue, comparable, estime-t-il, à celle déjà observée au tournant du siècle, mais en s'en différenciant par ses causes, je le cite, moins sentimentales. Si la photographie conserve son caractère de souvenir, lié au devenir des individus et au devenir des événements, elle sert dorénavant, aux yeux de l'auteur, de nombreuses autres finalités. Par ailleurs, le critique souligne que sa pratique engendre désormais des revenus, non seulement pour les professionnels, mais aussi pour les amateurs. Sa reconnaissance
en tant qu'outil de représentation à part entière, s'adosse donc, selon lui, à une reconnaissance financière. Sur le plan esthétique, Fels remarque qu'aux influences picturales a succédé une nouvelle expression par la photographie. Suite à la redécouverte du travail d'Eugène Atget ou à l'apparition de la straight photography, les photographes se sont assignés de nouvelles tâches. On cherche, écrit-il, à créer des documents purs. L'épreuve est nette, dépouillée de ce qui n'est pas strictement du domaine de la photographie, c'est-à-dire dépouillée de littérature. Fin de citation. Alors de plus, Fels observe aussi dans ce texte un retour à l'objet, fût-il vivant, après un attachement à ce qu'il qualifie, et je le recite, d'accidentel romantisme de la machine. Ce dont témoignent vraisemblablement les 3 clichés qui sont reproduits ici, attribués à Baruel, André Kertész et Nora Dumas. C'est sur le constat de la répercussion directe entre la création contemporaine dans les pages de vue et l'actualité des expositions qu'insiste un article ultérieur, rédigé 5 ans plus tard, en 1936, par le critique Louis Chéronnet, et à l'occasion cette fois de l'exposition internationale de photographie qui s'est tenue au Musée des Arts Décoratifs. Les lecteurs de vue, insiste Chéronnet, le premier hebdomadaire qui ait donné à la photographie moderne la place esthétique et documentaire qu'elle méritait, ils les connaissent bien, ces photographes. Ce sont, et il les cite nominément, Boucher, Brassailles, Kertész, Collard, Ichac, Landau, Man Ray, Nora Dumas, Paris, Sade, Schall, Steichen, Steiner, Tabar, Zuber et bien d'autres encore. On peut dire que depuis 8 ans, Vue a fait une exposition hebdomadaire de photos vivantes qui demeureront comme un des plus importants témoignages de notre temps. Fin de citation. Donc il y a véritablement là une insistance sur l'adéquation entre l'actualité d'un art photographique et sa répercussion directe sous forme d'exposition magazine, si l'on peut parler ainsi. Conformément à l'exposition elle-même, organisée en une section rétrospective et une autre dédiée aux œuvres contemporaines, le magazine reproduit une série d'images issues de chacune d'elles. Alors, je ne l'ai pas reproduit ici parce que ça concernait plus de 10 pages consécutives. J'en retiens simplement la substance du propos de Chéronnet. S'appliquant aussi bien à l'une qu'à l'autre, le commentaire du critique insiste sur les révélations faites à l'œil par l'appareil photographique, selon un paradigme récurrent au sein du discours critique véhiculé dans Vue, à savoir l'appareil photographique conçu comme prothèse de l'œil humain. Louis Chéronnet qualifie encore la photographie comme moyen le plus sûr pour exprimer le fantastique de notre temps, grâce, dit-il, à sa saisie de l'instantané, ses étonnantes déformations et ses déconcertantes révélations supravisuelles. Donc on retrouve de manière récurrente cette référence à l'appareil photographique ou la mécanique photographique comme prothèse de l'œil humain. Dans le domaine des publications, les albums annuels édités par Art et Métiers Graphiques, qui aussi visaient à mettre au devant de la scène une sélection de la création photographique contemporaine, trouvent écho dans Vue également à 2 reprises, sous la forme de reproduction, vous le voyez ici, de clichés qui sont directement issus donc, de ces albums, respectivement en 1933 et 1935. Donc, de nouveau, volonté d'être un relais direct de l'actualité, cette fois des publications consacrées à l'art photographique. De même, le magazine informe ses lecteurs de la parution d'albums signés par ses propres collaborateurs, ses photographes indépendants. Le magazine informe donc en 1933 de la parution de l'album Enfant d'André Kertész à la librairie Plomb, ou encore de Paris de nuit, recueil de photographies réalisé par Brassailles et édité à son tour par Art et Métiers Graphiques en 1932. On constate donc, une fois de plus, une circularité entre les images d'auteurs publiées par le magazine et leur validation esthétique par d'autres instances extérieures à Vue.
L'information du lectorat au sujet de l'actualité des expositions et des publications photographiques constitue, on pourrait le dire, déjà en soi une invitation à approfondir sa connaissance du médium, à aller vérifier sur pièce, si je puis dire. L'équipe éditoriale de Vue développe en outre des initiatives qui consistent à mettre en éveil l'esprit critique de ses lecteurs à l'égard des images. Notamment, on va le voir, par la mise en exergue des conditions de prise de vue de certaines d'entre elles, qui vont rappeler le processus en amont du résultat final qu'est l'image. On retiendra 2 exemples parmi les plus spectaculaires. À commencer par la publication des images du cratère du Vésuve. Et là, il y a une interférence, puisque c'est la précédente. Non. Voilà, je reviendrai sur l'autre plus tard. Donc c'est bien de ces images qu'il s'agit ici. Premières images donc du cratère du Vésuve en éruption. Publication qui comporte 2 clichés qui montrent d'une part le photographe muni d'un masque à gaz et s'avançant sur le versant du volcan, et de l'autre, le même photographe soutenu par une corde et se penchant pour photographier le cratère. Donc véritablement là, une documentation du processus de prise de vue. Ces clichés attribués, ou en tout cas crédités à Associated Press, sont introduits par la mention qui insiste sur le caractère exceptionnel de cette prise de vue. On insiste, pour la première fois, un photographe descend dans le cratère du Vésuve en éruption. Donc avec cette insistance aussi sur le paramètre instantané. On retrouve un même type de dévoilement des conditions de prise de vue. C'est l'image précédente. Voilà. Donc dévoilement des conditions de prise de vue qui accompagne une autre série de photographies, due cette fois à Alfred Eisenstadt, prise lors d'une expédition au couvent de Métamorphosis en Thessalie. Perché au sommet d'un rocher abrupt, il n'est accessible aux visiteurs que par un filet dans lequel celui-ci prend place et qui est ensuite hissé par les moines. 3 clichés qui sont crédités une fois de plus à Associated Press montrent le photographe accédant au monastère, tandis que lui-même signe un portrait final qui est celui des 3 moines au sommet. Qualifiés de chercheurs d'images intrépides, les opérateurs voient ici également leur propre travail documenté. Alors, outre cette mise en exergue des conditions parfois périlleuses de prise de vue, Vue attire encore l'attention de ses lecteurs sur celles qui vont présider à la réalisation des portraits de personnalités officielles, précisément dans le cadre des portraits présidentiels. Alors, genre photographique qui est tributaire et pour cause de véritables codes de représentation. Sous l'intitulé, presque sous forme de recette, comment on fait un portrait officiel, Carlo Rimm, rédacteur de Vue, évoque d'abord les célèbres portraits de Charles Quint par le Titien, de Louis XIV par Le Brun ou de Napoléon par David. Il y a donc là une ascendance qui est rappelée. Se rapportant à un passé lointain, il nécessitait, rappelle Carlo Rimm, des séances de pose fastueuses qui ont désormais fait place, au contraire, à de courtes séances de prise de vue photographique. Et c'est cela, évidemment, qui est représenté ici. Réalisées par plusieurs opérateurs, les épreuves multiples donnent ensuite lieu à une sélection du portrait singulier, promu, officiel. Alors, on retrouve là précisément cette référence à une instance éditrice éminemment protocolaire, puisqu'il s'agit d'un portrait présidentiel. Pour illustrer son propos, Carlo Rimm a choisi 2 clichés de l'agence Wide World, réalisés respectivement durant la séance de prise de vue du portrait de Paul Doumet, récemment élu au moment de la parution de ce numéro du magazine, et une photo de Gerschel qui montre son prédécesseur, Gaston Doumergue, qui se livre au même exercice, c'est la photographie du bas.
face, lui, à un seul opérateur. Alors on appréciera peut-être l'inflation de photographes, parallèle aussi à une inflation médiatique que Vue incarne d'ailleurs en tant que support et que média de masse. Il est encore une application de l'image photographique sur laquelle Vue fait régulièrement retour, à savoir l'imagerie médicale. Et on fait écho à quelque chose qui a déjà été signifié ici. Imagerie médicale qui, dans Vue, va cristalliser effectivement les progrès de la photographie d'application scientifique. La gastrophotographie, puisque c'est de cela dont il s'agit ici, donne lieu à une présentation que l'on pourrait, contre toute attente, qualifier de poétique. Pour se reporter à ce qui nous intéresse décidément ces 2 jours. Des 16 vues de l'estomac que peut enregistrer la sonde, Vue en sélectionne 4, identifiant des pathologies différentes. Alors, ce sont les 4 clichés de format circulaire qui sont assimilés, comme le suggère le titre, à des photos de la Lune. Une fois de plus, le contexte de prise de vue, illustré par 4 photographies d'un examen médical, prise à l'aide de ce nouvel appareil, vient documenter les images, de nouveau en les restituant visuellement dans le contexte de la prise de vue. Alors, contexte éminemment moins cosmique que celui qui était sous-entendu par l'intitulé. Le dispositif de la microscopie donne également lieu à une analyse spécifique. Révélant un répertoire de formes étonnantes, une série de 5 gros plans microscopiques de matière et aussi d'objets sont présentés sur une double page accompagnée d'une double légende. La première, sous forme de questions, propose au lecteur un ou plusieurs référents possibles à ces images. C'est un petit peu le jeu de la reconnaissance qui est présenté ici. La seconde en révèle le véritable, qu'il s'agisse d'un dé à coudre, de tulle, de la coupe d'une pomme, de bouts de cigarette ou d'allumettes. Et donc je laisserai le soin à chacun d'entre vous d'identifier respectivement les objets représentés. Ces formes rendues méconnaissables par leur traitement microphotographique participent, selon leurs commentateurs, qui restent ici anonymes, à un répertoire de formes inédits. Il observe aussi qu'un même rythme intérieur, pour reprendre aussi la terminologie utilisée par Jean-Pierre Montier tout à l'heure, un même rythme intérieur, une même composition figurative unit les choses les plus disparates en apparence. Seulement, par habitude, nous ne le voyons plus ou nous ne pouvons pas le voir à l'œil nu. Donc, de nouveau, récurrence du même paradigme. Le microscope et la photographie découvrent et fixent ces analogies qui nous confondent et nous brouillent un instant l'entendement. Fin de citation. Alors, proposant de nouvelles représentations d'objets pourtant familiers et usuels, la microphotographie revient en effet à déstabiliser les repères visuels, voire même à défier la notion d'objectivité photographique sur laquelle le magazine va également faire retour. À plusieurs reprises, la crédulité du lecteur sera en effet mise à mal par une forme de démonstration de la facilité avec laquelle la photographie peut offrir à l'œil des images éloignées de la perception habituelle et partant peut le déstabiliser. Sous le titre « Curiosité photographique », la prise de vue de 2 images se trouve dévoilée par l'agence allemande Weltrundschau. Le premier nous montre un agent de la circulation photographié de dos devant une église. Il est reproduit à côté d'une image montrant le photographe entouré de badauds, agenouillé de manière à prendre de son sujet une vue en contre-plongée et de créer ainsi des contrastes d'échelle, comme y insiste la légende. Pour faire de ce simple agent de la circulation un géant qui paraît aussi grand que l'église qui se trouve devant lui, le photographe n'a eu qu'à se baisser jusqu'à terre pour le photographier de bas en haut. Donc,
On pourrait considérer ça aussi comme un ensemble de trucs et astuces qui sont régulièrement fournis dans le magazine, à l'adresse, très souvent d'ailleurs, des amateurs photographes dont on peut penser qu'ils faisaient partie en nombre du lectorat de Vue. Alors c'est ensuite une photographie de pyramide et d'un paysage désertique dont le dispositif de prise de vue va révéler l'illusionnisme. L'opérateur s'est lui-même trouvé photographié devant une lampe, éclairant une table de cuisine, support d'un montage de farine et de sucre à l'origine du cliché. Alors, certes anecdotiques, ces images visent à exercer l'esprit critique du lecteur à l'égard de la supposée vérisimilitude photographique. Il en va encore de même d'un ensemble mêlant clichés d'auteurs, d'agences et de lauréats d'un concours organisé par le magazine. Donc là, on a une espèce de réutilisation du matériau produit par les lecteurs mêmes du magazine, ce qui est relativement atypique. Qualifiés de fantaisie de l'objectif, ils font l'objet du commentaire suivant. L'éducation inconsciente nous a habitués à corriger spontanément les données souvent étonnantes fournies par la lentille parfaite constituée par notre cristallin. Nous sommes d'autant plus surpris de voir ce que l'objectif des meilleurs appareils arrive à faire de perspectives qui semblent très normales. Voici quelques exemples de ce qui peut nous paraître une fantaisie de l'objectif et qui n'est en réalité qu'un enregistrement fidèle. Alors là, on a une inversion de la proposition. Au cristallin parfait de notre œil répondraient des déformations photographiques. Plongée et contre-plongée, utilisation de lentilles déformantes ou encore effet de superposition sont désignés comme autant de moyens à disposition du photographe, tant professionnel qu'amateur, pour interpréter le visible. Ailleurs, la rédaction du magazine revient sur la responsabilité de la presse illustrée dans l'interprétation des contenus visuels qu'elle livre au lectorat sous la forme spécifique des légendes des images. La fonction d'ancrage du sens des photographies, assumée par les légendes, est effectivement essentielle à la réception des images d'information. Celle-ci est détournée, et on va le voir, tournée en dérision à des fins critiques, par une intervention de la journaliste Tita Ina, à qui Vue va confier la tâche d'imaginer des légendes pour des photographies qui en seraient dépourvues. Alors, une fois encore, la faculté critique du lecteur est sollicitée. Dans cette aventure, Tita Ina se justifie en écrivant ceci : « La direction du journal Vue m'a prié cette semaine de légender des photographies d'actualité que lui envoient les agences. Par malheur, ces photographies sont arrivées sans explication. J'ai fait de mon mieux, avoue-t-elle, pour reconstituer la vérité de chaque photographie. Pour ne déplaire à personne, j'ai essayé d'écrire quelques-unes des légendes dans l'esprit des différentes propagandes. L'esprit critique du public rectifiera si je me suis trompée. » Donc là, de nouveau, sous le mode du jeu et le mode ludique, Tita Ina propose une espèce de mise en abîme de la légende photographique en proposant au lecteur de choisir celle qui lui conviendrait le mieux et qui paraîtrait l'interprétation la plus valide. Manière aussi de mettre en exergue et en évidence cette mise en récit médiatique qui a été de manière récurrente mise en avant dans ce colloque. Si c'est une fois de plus sur le ton humoristique que s'opère cette mise en garde, force est de constater le caractère récurrent des prises à partie du lecteur. Celles-ci s'accompagnent en outre de prises de position qui trouvent leur expression synthétique dans un texte signé par Carl Orim sous l'intitulé « Défense et illustration de la photographie ». Les idées maîtresses développées par le rédacteur en chef de Vue se déploient autour d'une opposition centrale, celle du texte écrit, d'une part, et de l'image photographique de l'autre. Cette dernière, aux yeux de l'auteur, vient d'être inventée une seconde fois. Il reprend presque, sans la modifier, l'expression de Molinagi quelques mois plus tôt. Il y a 100 ans que la photographie est inventée, elle vient seulement d'être découverte. Redécouverte aux yeux de Carl Orim, qui se justifie par les conditions de la pleine réception de la photographie grâce à son essor dans la presse. Elle est ainsi venue remplacer les images d'actualité peintes, dessinées ou gravées, on vient de le voir, et s'est imposée au quotidien,
tel, écrit-il, un aliment sans cesse renouvelé, offert à l'insatiable curiosité de nos yeux avides d'images. Donc là, il y a une justification par la prise en compte du point de vue du récepteur lui-même, qui témoignerait d'une espèce de soif insatiable à l'égard des images. Cette insertion de la photographie dans la presse d'information est considérée par Rym comme une véritable révolution, que ses détracteurs présentent pourtant comme l'une des causes de la crise de l'esprit. C'est l'expression qui est utilisée. Carlo Rym leur oppose que l'objectif photographique est chose bien mal nommée et qu'il diffère de la rétine humaine. À l'instar du journaliste qui livre sa propre interprétation, son récit, exprimé dans les mots qui sont les siens, le photographe offre lui aussi sa propre vision et interprétation des faits. Le discours visuel suppose donc une réception critique dont la rédaction de vue tente de forger les outils d'analyse par toute une série d'adresses, on l'a vu, à son lectorat. En affirmant dans ce texte « Notre culture est devenue visuelle », Rym n'entend pas condamner les domaines de l'écrit, parce qu'il est une chose, affirme-t-il, que jamais la photographie ne pourra remplacer, les opinions politiques, ce que l'on nomme au Parlement les idées. Fin de citation. Alors, illustrant ce texte et cette prise de position, la composition de Marc Réal, qui oppose le stylo d'aujourd'hui à la caméra de demain, ne doit pas annoncer la victoire de la seconde sur le premier, mais plutôt, aux yeux de Carlo Rym, leur prise en compte comme mode d'expression à la fois distinct et complémentaire. L'autonomie du discours photographique à laquelle Vue a accordé une si grande importance se devait donc, aux yeux du magazine, d'être aussi associée à une forme de pédagogie du regard. En intégrant celle-ci à ses missions, cette publication nous apparaît comme une référence exemplaire dans l'histoire de la presse illustrée. Merci.